La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, eh bien, c'est l'inauguration ce jeudi à Lomé du 4e lac par le chef de l'État. L'ouvrage devra réduire les risques d'inondation dans la zone est de la capitale. Les bénéficiaires s'expriment, vous les entendrez tout à l'heure dans ce journal. Lomé, depuis ce matin, capitale de la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE. Le temps des travaux a été donné cette mi-journée par le Premier ministre Komisselom Klasu. Les deux parties doivent définir des mécanismes de négociation en vue de nouvel accord ACP-UE post-Cotonou. Et puis, tous en route vers la Russie, la Coupe du monde de football. Le coup d'envoi, c'est le 14 juin prochain, dans maintenant pratiquement 2 semaines. Comment l'événement sera vécu ici à la télévision togolaise. Alfred Kolani, chef service sport TVT, sera là pour tout nous dire tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. Direction d'abord Zorobar dans la zone portuaire. Il était 9h30 ce matin quand arrivait sur place le chef de l'État pour l'inauguration du 4e lac. Arrivé, vous allez le voir, salué par les honneurs militaires, hymne national, salutations d'usage, tout protocole respecté. Arrivé, salué aussi par les ovations des populations. Le président Fornia Singbe le leur a bien rendu en prenant un banc de foule avant le début de la cérémonie. Image. Voilà donc les images de l'arrivée sur place à Zorobar ce matin du chef de l'État. Et c'est un pas de plus dans la lutte contre les inondations. La zone en est souvent victime. Le temps des grosses pluies, ce 4e lac réalisé en 2 ans de travaux vient donc réduire les risques d'inondation. L'ouvrage a été officiellement réceptionné ce matin par le chef de l'État. À ses côtés, vous allez le voir, Neven Mimika, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement. La cérémonie, le récit de Edem Soussoupo. Un lac à perte de vue.
26 hectares de superficie pour ce 4e lac, aménagé grâce au projet d'aménagement urbain du Togo POT 2. L'ouvrage est un important dispositif pour offrir un espace de vie agréable aux populations. Il permettra de lutter significativement contre les inondations dans la ville de Lomé et spécifiquement à l'est de la capitale dans 8 quartiers. C'est le président de la République, Faure Sozimania Singbe, qui a dévoilé la plaque inaugurale de ce lac. Les travaux ont été financés par l'Union européenne pour un montant de 43 millions d'euros, soit 28,2 milliards de francs CFA, et le gouvernement togolais à hauteur de 7 milliards de francs CFA. L'ensemble des terrains qu'on a expropriés, ça fait 44 hectares. Bon. Ensuite, il y a des grands canaux que nous appelons des collecteurs qui sont de 8 km. Il y a donc le canal d'Akoresoa qui draine la plupart des quartiers vers le lac. Et le canal de décharge qui donc régule lorsque le lac est plein vers la mer. Et puis le canal de Kaïkopé qui directement draine le quartier de Baguida vers le canal de décharge. À part cela, il y a les caniveaux dans les quartiers. Et ces quartiers sont au nombre de 8 à peu près, enfamés, à Koresoakota, à Koresoakponu, Kaïkopé, Adamavo, Kagome, Adakpame et Baguida. Le plan d'eau permettra d'évacuer 780 000 mètres cubes d'eau. Il a une capacité de rétention estimée à 300 000 mètres cubes. C'est plus de 300 000 habitants qui seront à l'abri des risques d'inondation. Et c'est un grand ouf de soulagement ici à Zorobar. Nous apprécions la qualité des ouvrages réalisés avec la construction du 4e lac qui s'étend en face de nous comme une jolie nappe naturelle d'eau douce destinée à recevoir les eaux pluviales des quartiers concernés à travers des caniveaux et canaux qui sont construits à cet effet. Dans l'ensemble, la satisfaction des populations concernées à travers la réalisation du projet est venue atténuer d'une façon très visible les problèmes récurrents d'inondation et d'insalubrité observés dans cette partie est de la ville de Lomé. Nous avons en souvenance, le site qui a accueilli ce 4e lac était une zone de dépression, caractérisée par un degré de pollution très frappant, car recevant pêle-mêle des eaux usées et déchets solides de toutes sortes venant des ménages et des canalisations. Cette zone du 4e lac aménagé deviendra très bientôt un lieu de villégiature préféré où viendront des Loméens profiter les week-ends. Ces ouvrages d'assainissement ont été réalisés par la société française Eiffage. Pour l'ambassadeur de France au Togo, le 4e lac est un projet de développement qui va rassurer les populations riveraines en temps de pluie. Ce projet est, à bien des égards, emblématique de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de travailler au bien-être des populations grâce à un cadre de vie assaini, de réduire la pauvreté par le développement d'activités économiques porteuses de croissance, de s'inscrire dans la logique des objectifs du développement durable et de s'appuyer sur les opportunités offertes par la dynamique européenne. Le chemin qui reste à parcourir dans la lutte contre les inondations et l'insalubrité urbaine est encore long et demandera encore des efforts et de la ténacité. Sachez, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le Togo pourra continuer à compter sur le soutien de ses partenaires français et, j'en suis sûr, européens, non seulement dans la poursuite des projets d'assainissement et d'eau potable, mais aussi dans un cadre beaucoup plus large. Le projet est le fruit d'une longue réflexion des plus hautes autorités togolaises dans leur quête permanente d'amélioration de l'environnement socio-économique des populations. Sur vos orientations, Excellence, Monsieur le Président de la République, les réflexions ont été menées pour aboutir en 2010 à la conception du projet d'aménagement urbain du Togo POT, dont la seconde phase a été entamée en 2013 par les différentes études devant permettre d'exécuter des travaux pour l'assainissement de la ville de Lomé. Les populations peuvent donc témoigner aujourd'hui. S'inscrivant dans l'esprit et la lettre de votre mandat social, Excellence, vous avez procédé, nous nous en souvenons, au lancement des travaux d'aménagement du 4e lac et d'assainissement de la ville de Lomé. À cette occasion, vous avez insisté sur la nécessité que les travaux se fassent le plus rapidement possible
afin que les populations puissent bénéficier des bienfaits des ouvrages. 2 ans plus tard, vous voici encore présents pour offrir aux populations les ouvrages du 4e lac prêts pour usage. C'est la concrétisation de l'engagement que vous avez pris de faire du social le cheval de bataille pour ce mandat. Excellences, soyez-en remerciés. Cet ouvrage vient s'ajouter à une longue liste non exhaustive de travaux de réhabilitation et d'amélioration du réseau de drainage, des eaux pluviales et d'assainissement réalisés dans le Grand Lomé. Nous pouvons citer entre autres la construction des bassins de rétention d'eau pluviale de Caméléon à Didouadin, du bassin du lycée d'Agoué, du bassin Takassi à Belkikame, du bassin d'Abalépédogan avec un canal le reliant au bassin de Takassi, du bassin Flao-Gakli, de la construction de 6,5 km de collecteurs dans les quartiers de Abalépédogan, à Flao-Gakli, Tokwen Foreva et Tokwen Oba. Un appel a été lancé à la population riveraine pour qu'elle adopte des comportements civiques afin de garantir une longue durée de vie aux ouvrages. Le commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement, Neven Mimica, a précisé que l'Union européenne salue à sa juste valeur l'engagement du gouvernement dans la réalisation des projets de développement. Elle continuera donc à soutenir le Togo, a-t-il relevé. Mimica a rappelé qu'il est extrêmement important d'investir dans les infrastructures, l'eau et l'assainissement afin de s'acquitter d'un aspect essentiel des droits de l'homme et de la dignité humaine. Il a ajouté que l'Union européenne est en train de soutenir les autorités togolaises avec un total de plus de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA pour des projets d'eau et d'assainissement dans les régions maritimes, plateaux, centrales, Kara et Savane. La réalisation de ces ouvrages d'assainissement a visiblement changé l'aspect des quartiers qui sont fouettés par un vent frais issu de l'évaporation des eaux pluviales retenues dans le lac. Un 4e lac donc dans la ville de Lomé et dans cette zone est de la capitale. C'est d'abord une protection pour les populations contre les inondations, espace ouvert aussi au développement finalement. Soulagés donc, les riverains s'expriment. Sentiment recueilli par Lucas Assis. Maintenant, nous sommes très fiers, comme le lac est fait. Donc on passe ici librement dans la nuit, même n'importe quelle heure on passe ici. Et ça nous aide aussi, bon, le paysage aussi est très clair et c'est bon. Et la zone était vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'était pas ça quoi. Mais aujourd'hui on est quand même content d'avoir ça. Donc on remercie le président, donc nous sommes vraiment ravis, on est contents. On est vraiment de joie qu'on ne peut même pas s'exprimer quoi. Avant, bon, ici était une zone marécageuse, il y avait de la boue, des tas d'ordures bon, qui ne sont pas bons à voir, mais aujourd'hui tout est changé. On voit que bon, ici maintenant, c'est devenu clair maintenant. Quoi. Non, il n'y a plus d'inondation ici. Moi, je n'ai pas remarqué, il n'y a plus d'inondation ici. Avant, c'est inondé. S'il pleut, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas sortir dans la maison. Maintenant, c'est bon. S'il pleut, s'il ne pleut pas, tu peux sortir, tu peux faire n'importe quoi. La dernière fois, quand il y avait la pluie, ça ne nous a pas dérangé. Même les enfants sont partis à l'école. C'est une joie immense pour le peuple togolais, en particulier nous les riverains ici. Et cela fait partie aussi de la réduction de pauvreté. Donc on dit merci tout d'abord à l'Union européenne, et en particulier à notre gouvernement, à la tête le président de la République, qui à ma foi aujourd'hui voit ce que nous n'avons jamais imaginé, qui se trouve aujourd'hui ici, c'est une grande joie. Pour traverser la zone avant et aller au port de pêche, on éprouvait toutes les difficultés du monde. Parfois même, on était obligé d'enjamber les pierres. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Avec cette action salutaire du gouvernement, on peut traverser librement sans embûche, même s'il pleut. Avant aussi, quand il pleuvait, dans le quartier, on dormait sur les tables avec nos enfants. Fini ce calvaire pour nous aujourd'hui. On n'a plus ça. On va aller. Mille est à l'aise. On vous remercie. On est ravis.
Et voilà donc les sentiments de reconnaissance et de satisfaction exprimés donc par les populations riveraines. Ce matin et avant l'inauguration de ce 4e lac, eh bien le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec une délégation de l'Union européenne. Elle était justement conduite par le commissaire au développement Neven Mimica. Image donc de cette entrevue. Aucune déclaration n'a filtré au sortir de l'audience. Autre personnalité reçue ce jeudi par le chef de l'État, le délégué personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique, Gunther Nunke. Le secteur privé dans l'économie togolaise a été le sujet évoqué. L'émissaire allemand n'a pas manqué de féliciter le président Faure Gnassingbé pour son engagement en faveur de l'intégration africaine et des droits de l'homme. Il est au micro de Gérald Agoudou. Ja, ich bin zufrieden. Es war ein sehr gutes Treffen mit dem Präsidenten. Ich bin ja nicht. Oui, je suis très satisfait de la très bonne rencontre que nous avons eue avec Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que je suis au Togo et que je rencontre le Président. Et nous le voyons à cette longue connaissance que nous avons, que cela a des conséquences positives sur notre coopération. Avec Monsieur le Président de la coopération économique, du rôle joué par l'aéroport à Lomé, de la situation des droits humains au Togo, ainsi que du rôle joué par l'économie privée dans le cadre de la coopération avec le Togo. J'ai moi-même félicité Monsieur le Président de l'intégration du Togo depuis avril sur la liste de Compact with Africa. Dazu gehört jetzt auch Togo seit April diesen Jahres. Dernière audience de la journée, le chef de l'État l'a accordé à la présidente du Conseil de l'Union européenne, Ekaterina Zaharrieva. Elle est allée adresser, ses félicitations au président Faure pour le choix du Togo pour conduire les prochaines négociations ACP-UE. La diplomate européenne a aussi réitéré le soutien de l'Union européenne au Togo dans plusieurs secteurs. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes venus exprimer notre reconnaissance au Togo pour l'organisation de la réunion ACP qui a débouché sur le choix du Togo pour piloter les futures négociations Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, ACP-UE. Donc nous avons discuté des futures relations entre l'ACP et l'UE afin d'aboutir au renforcement à travers une flexibilité du partenariat avec les pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Nous avons également échangé sur une possibilité très importante. Comment attirer les investisseurs du monde des affaires de l'UE vers l'Afrique et surtout vers votre attrayant pays, le Togo. L'autre volet qui est susceptible d'être pris en compte, c'est le secteur de l'éducation. Et déjà, j'apprécie avec beaucoup de satisfaction les efforts que le gouvernement est en train de fournir et je pense que l'Union européenne n'hésitera pas à apporter son aide au Togo et personnellement au chef de l'État à travers son engagement à piloter les futures négociations ACP-UE. Je suis très ravi des discussions que j'ai eues avec le président de la République. Hier déjà, et nous vous le signalions dans notre édition de 20h, c'est le secrétaire général du groupe ACP qui était dans les bureaux du président de la République. Patrick Gomez est allé féliciter le chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour les facilités mises à disposition pour la réussite de la 107e session du Conseil des ministres du groupe ACP à Lomé. Sa déclaration au sortir de l'audience. The discussion was the proceedings of Nous sommes venus voir le chef de l'État pour le remercier des facilités qu'il a bien voulu mettre à la disposition du groupe ACP pour accueillir la 107e session du Conseil des ministres ACP. Cette 107e session sera suivie par la session ACP-UE qui commencera demain. Nous avons informé le chef de l'État des importantes décisions qui ont été prises, notamment dans le cadre du mandat de négociation qui a été adopté, mais également des actions que nous devons prendre en matière de lutte contre le changement climatique, mais également pour le développement du secteur de l'agro-industrie, des ressources minérales qui doivent bénéficier beaucoup plus à nos populations, ainsi que toutes les démarches que nous devons prendre pour permettre à nos jeunes de trouver beaucoup plus d'emplois et de permettre à nos économies de prospérer encore plus. Nous espérons que demain et après-demain, avec les facilités que nous avons ici, nous pourrons avoir des discussions qui nous porteront leurs fruits comme espéré. To help the transformation of the economy, to create jobs and look at also particularly the jobs for young people.
Et notre deuxième titre, justement ce soir, la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE, cette fois, début des travaux ce matin à Lomé, sous l'impulsion du chef du gouvernement, commissaire Lamklassou, et ces assises devront assurer des mécanismes de négociation en vue d'un nouvel accord ACP-UE post-Cotonou. Elles interviennent après la 107e session du Conseil des ministres ACP. Augustin Kossi. C'est une étape importante vers les négociations ACP-UE en vue d'un nouvel accord post-Cotonou. Les 4 régions, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne, vont s'accorder sur une vision commune qui va désormais se reposer sur les intérêts mutuels et communs après 2020. Cette 43e session conjointe du Conseil des ministres ACP-UE que Lomé abrite constitue un retour à la source dans les relations entre les deux entités depuis plus de 4 décennies. L'accord de Cotonou qui lie les ACP et l'UE arrive à échéance en 2020. Il faudra donc redéfinir les thèmes de ce partenariat en prenant en compte les nouveaux enjeux de développement axés sur la politique, l'économie, la sécurité, l'environnement, le changement climatique, l'immigration, entre autres. Lomé est très engagé dans ce processus et la présence du chef du gouvernement à ces assises traduit l'intérêt que le Togo accorde à l'avenir des relations ACP-UE depuis 1975. Monsieur le Premier ministre, votre présence et votre participation à nos travaux d'aujourd'hui témoignent de la haute priorité que la République togolaise et la région Afrique de l'Ouest tout entière accordent aux activités du groupe ACP et à notre partenariat avec l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie également, ainsi que le gouvernement et le peuple de la République togolaise, d'avoir offert d'abriter la session du Conseil conjoint ACP-UE et la 107e session du Conseil des ministres ACP et de nous accueillir si chaleureusement dans votre belle ville historique de Lomé, la perle de l'Afrique de l'Ouest. I'm sure that both we, the European Union, and you, les propositions de l'Union européenne visent à renforcer les partenariats régionaux car les régions ont leurs propres besoins, leurs nécessités spécifiques et les acteurs régionaux ainsi que les dynamiques régionales gagnent de jour en jour en importance. Et l'Union européenne est très consciente de ces spécificités régionales. Et c'est pour cette région que nous proposons une restructuration dans ce sens de la relation actuelle. Notre accord à venir devra viser aussi à asseoir nos intérêts mutuels dans différents domaines politiques essentiels. Ce sera un accord bien structuré qui doit nous permettre d'asseoir une relation plus prévisible, notamment sur le plan financier. Le renouvellement de cet accord de partenariat permettra de peaufiner une approche commune pour répondre aux besoins des populations. Un accent particulier est mis sur la coopération pour le financement du développement en matière économique et commerciale, la réduction des risques de catastrophes, la création d'emplois durables aux jeunes et aux femmes. Les deux parties ont bien entendu des avis convergents sur ces sujets en lien avec la réalisation des objectifs de développement durable. Le groupe ACP est déjà prêt pour le début des négociations qui démarrent en août prochain sous la présidence du Togo, désigné parmi les 79 États membres de l'organisation. Le Conseil des ministres est unanime, Lomé reste indissociable au partenariat ACP-UE. Et le chef du gouvernement, commissaire Lamklassou, a relevé le rôle important que Lomé a toujours joué dans les relations ACP-UE pour sa redynamisation. Cette rencontre de Lomé, très attendue par les deux parties, en raison de l'importance du sujet qui va meubler vos réflexions, s'apparente à ce qu'il convient de qualifier en toute modestie de retour à la source. L'objectif d'amorcer ici et ensemble une vision prospective sur le nouveau départ des relations ACP-UE. L'offre du Togo d'accueillir cette session conjointe, tout comme celle des ACP qui l'a juste précédée, revêt un double sens. D'une part, elle est l'expression vivante
de notre attachement au partenariat ACP-UE, dont notre capitale a servi de cadre pour la signature de 4 conventions ACP-CE à l'époque, à savoir Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3 et Lomé 4, entre 1975 et 1989. D'autre part, cette disponibilité traduit notre ferme engagement en faveur d'un partenariat ACP-UE rénové à travers un nouvel accord fort, équitable et durable qui succédera à l'accord de Cotonou et qui servira au mieux les intérêts des pays ACP et ceux de l'Union européenne. La présente session constitue donc une étape décisive dans le processus de redéfinition des perspectives d'avenir des relations ACP-UE après 2020. Elle devra, à l'aune des mutations profondes de l'environnement international et des enjeux de développement, être l'occasion de décliner les orientations nécessaires sur les négociations qui vont commencer au mois d'août prochain entre nos deux parties. Les relations ACP-UE sont mues par les intérêts communs qui méritent absolument d'être sauvegardés afin d'améliorer le bien-être de nos populations et d'assurer un développement durable de nos pays respectifs. Ce partenariat qui nous unit est unique parce qu'il tire sa substance des liens historiques qui existent entre tous les pays ACP et l'Europe dans un cadre institutionnel organisé et solidaire. C'est l'un des plus grands accords commerciaux au monde qu'il faut préserver et consolider en y apportant toutefois les aménagements nécessaires de nature à le rendre plus efficace, dynamique et juste. Les contraintes qui freinent l'élan de développement des pays ACP sont multiples et les thématiques inscrites au programme de cette 43e session conjointe des ministres ACP-UE sont pertinentes et prennent en compte les nouveaux enjeux du développement. Aujourd'hui, plus qu'hier, nos pays font face à de très nombreux défis mondiaux et régionaux dans leur marche vers le développement intégral et dont les plus marquants sont le changement climatique et la migration. Je me réjouis que ces questions soient à l'ordre du jour de vos travaux et devront constituer, entre autres, les thématiques à examiner profondément au cours des prochaines négociations. Car si ces questions ne sont pas résolues dans les plus courts et moyens termes, elles risquent d'annihiler tous nos efforts de développement. À ces préoccupations s'ajoute le terrorisme qui menace la paix et la sécurité internationale et dont sont victimes nombre de pays de nos deux parties. Les victimes sans distinction qui l'occasionnent montrent à suffisance la nécessité de l'interdépendance entre nos deux parties. Ainsi, le destin commun de nos peuples commande que nous puissions mutualiser nos efforts et nos moyens en vue de combattre efficacement cette menace transnationale. Si le terrorisme est un phénomène abject qu'il faut combattre avec tous les moyens légaux, tout en recherchant des solutions aux causes qui le nourrissent, la migration, par essence, constitue au développement des pays d'accueil et de départ. L'Europe et les pays ACP, notamment ceux d'Afrique, doivent rechercher les meilleures réponses globales, cohérentes et équilibrées aux défis de la migration et la mobilité, conformément aux engagements que nous avons pris à La Valette en 2015.
Les relations entre les pays ACP et l'UE après 2020 doivent prendre en compte la vulnérabilité des pays, surtout ACP, au choc provoqué par les défis susmentionnés et d'autres encore. Elles devront faire une part essentielle à l'esprit de solidarité entre les parties afin d'assumer à tous et principalement aux plus faibles la sécurité, la résilience et la prospérité. Le nouvel accord de partenariat ACP-UE en perspective s'inscrit donc dans la dynamique de la réalisation des ODD. Il devra aboutir à la mise en place d'un partenariat politique, économique et social porteur d'une aide au développement plus efficace en faveur du groupe ACP. Un reportage de Prudence Zinsou. Dans le reste de l'actualité, la fin de la formation sur le fonds Tirsal, experts, directeurs de projet, producteurs agricoles, tous du ministère de l'Agriculture, tous y ont pris part. 3 jours de discussion, le compte rendu de Lucassi. Les bonnes stratégies de communication et de marketing sur le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques Tirsal et son fonctionnement non plus de secret pour les experts, les chefs de projet du ministère en charge de l'agriculture et les producteurs. Ils ont été formés sur ces thématiques par des experts nigérians du domaine. Ils sont désormais en mesure d'expliquer le bien fondé de ce fonds innovant qui vient établir une chaîne de valeur afin d'accroître le volume de crédit accordé au secteur agricole par les institutions financières. En tant qu'agriculteur, notre souci par le passé a été toujours le problème de levée de fonds au niveau des banques, parce que les banques disent toujours que l'agriculture c'est un secteur à risque. Au cours de cette formation, nous avons compris que l'agriculture, les risques liés à l'agriculture ne seront plus supportés par les paysans seuls, mais par tous les acteurs de la chaîne, notamment l'assurance, la banque. Les jeunes n'auront plus à avoir peur, disons, de ce secteur. Nous avons été outillés sur le concept Tirsal, qui reste et demeure cet outil innovant d'incitation de finances agricoles, mais aussi de partage de risques. C'est un outil très innovant qui va booster aussi bien de la production jusqu'à la commercialisation des produits agricoles. Et au finish, c'est le petit producteur qui s'en sort vraiment enrichi. Le fonds Tirsal s'impose comme un véritable outil pour faire du secteur agricole un moteur de l'économie nationale. Et pour y arriver, Tirsal aura une intervention globale en identifiant tous les acteurs de la chaîne de valeur ainsi que les difficultés qui empêchent le secteur financier d'octroyer des prêts aux acteurs du secteur agricole. Et il était question de faire en sorte que les acteurs majeurs qui vont bénéficier de ce nouvel instrument puissent avoir l'information nécessaire, les informations nécessaires pour relayer cela en milieu rural. Donc à ce titre, il était question de voir quel type de relation faudrait-il développer entre les banques de la place et tous les acteurs des différents maillons de la chaîne. Le secteur agricole a contribué à hauteur de 60% du PIB national avec un taux de prêt bancaire infime de 0,2%. Avec l'apport du Tirsal, cette contribution se verra considérablement relevée. Ce fonds innovant prend en compte cette catégorie de produits de base, notamment les céréales, les tubercules, les oléagineux, les fruits, les produits carnés et les protéagineux. Demain, 1er juin, le Togo célèbre la journée de l'arbre. Cet appel aux Togolais à planter au moins un arbre, appel lancé par feu président et Adéma, reste plus que d'actualité. Appel réitéré, vous allez l'entendre encore, par le ministre André Johnson de l'Environnement et des Ressources forestières. C'est dans ce reportage de Simon Akpangana et Carmen Madjiakapo. Depuis 1977, le Togo célèbre le 1er juin la Journée nationale de l'arbre, une initiative destinée à lutter contre la déforestation au Togo. Ces 5 dernières années, le bilan des Journées de l'arbre à Lomé révèle que la superficie des sites reboisés est d'environ 5 hectares et le taux de reboisement annuel est passé de 1000 hectares dans les années 80 à 2000 hectares en 2010. Cette 41e édition de la Journée nationale de l'arbre est donc placée sous le thème « Forêt urbaine et espaces verts »
la qualité de vie pour tous. Les données récentes issues de l'inventaire forestier national montrent que la superficie totale des plantations, qu'elles soient étatiques, privées, scolaires ou communautaires, est de 53 000 hectares. Les plantations de l'État s'étendent sur plus de 20 000 hectares contre 33 000 hectares de plantations des particuliers, scolaires et communautaires. La pratique du reboisement a favorisé le développement des activités génératrices de revenus. L'intensification de la création des emplois verts ces dernières années contribue à l'atteinte de la vision de l'impact social de la gouvernance prônée par le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimena Gnassingbé. Le Togo est par ailleurs confronté à une forte dégradation de son couvert végétal qui tend à anéantir les efforts de reboisement annuellement consentis dans le pays. Des actions sont donc menées pour renverser la tendance. Plusieurs nouvelles initiatives ont vu le jour au sein du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. 1. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique avec l'appui de l'Union européenne. 2. La mise en œuvre du projet de soutien à la préparation à la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 3. Le programme Appui à la RED+, et réhabilitation des forêts au Togo avec l'appui de la coopération allemande GIZ. 4. Enfin, le projet Appui à la valorisation de la filière des produits forestiers non ligneux au Togo avec l'appui de la FAO. Chaque citoyen et l'ensemble des acteurs du secteur environnemental sont invités à s'engager encore plus pour la reconstitution du couvert forestier à un taux de 30% d'ici à 2050. I said I'm okay, I've been better, not sure if it's paradise. And if it's the small things that matter, then maybe it's where it lies. But oh, we're looking for keys to this world, left my high rise, looked back and said don't have to believe that there's more to the sunrise. Vous l'aurez compris, tous donc en route pour la Russie, arrivée prévue dans pratiquement maintenant 2 semaines, le 14 juin précisément, début de la Coupe du Monde au football. On va en parler donc ce soir avec Alfred Kolani, chef du desk sport de la télévision togolaise. Alfred, bonsoir. Bonsoir, Gerson. On va d'abord se rafraîchir la mémoire. Quels sont les pays qui nous représentent à cette grande messe de football mondial? Eh bien, ils seront 5. Il y a donc l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria. Voilà donc les 5 sélections qui vont représenter l'Afrique à cette 21e édition de la Coupe du Monde qui va se dérouler, vous l'avez dit, à partir du 14 juin et ce jusqu'au 16 juillet en Russie. Présentation de ces 5 sélections avec Aflim Johnson. 28 ans après leur dernière apparition dans une Coupe du Monde, celle disputée en Italie en 1990, c'est avec le statut de 3e larron que les pharaons d'Égypte reviennent dans la grande messe du foot mondial, derrière l'Uruguay d'Edinson Cavani et de Luis Suarez, favoris du groupe A, ainsi que la Russie pays hôte. Les vice-champions d'Afrique affrontent la Russie et son public le 19 juin à Saint-Pétersbourg lors de leur second match pour clôturer le premier tour en défiant le 25 du même mois l'Arabie Saoudite qui ne vient pas non plus en spectatrice. Mais avant Russe et Saoudien, Hector Cooper, le sélectionneur argentin, privé de son meilleur atout offensif, Mohamed Salah, blessé, devra trouver les mots pour gonfler à bloc ses poulains qui passent un examen difficile devant l'Uruguay le 15 juin. 28 ans d'absence à la Coupe du Monde pour l'Égypte, 20 pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas, actuellement coachés par Hervé Renard, n'ont plus goûté aux saveurs de la compétition depuis celle organisée et remportée par la France. Hervé Renard sait bien que les pronostics du groupe B ne sont pas en sa faveur quand il a affaire au Portugal, champion d'Europe en titre, et à l'Espagne. Raison suffisante pour que le Maroc se donne la peine d'empocher les 3 points au détriment de l'Iran le 15 juin, en attendant les grandes batailles à livrer face aux frères ennemis de la péninsule ibérique, la Seleção et la Roja, les 20 et 25 juin.
Comme le Maroc, l'autre pays du Maghreb présent à ce mondial, la Tunisie, aura chaud dans le groupe G. Mais les Aigles de Carthage démarreront très fort déjà devant les Trilances anglais le 18 juin et tomberont ensuite sur les Diables Rouges belges, quart de finaliste au Brésil il y a 4 ans. Ce sera le 23 juin. Un calendrier corsé qui les oblige à l'exploit, ou sinon le 3e match contre le Panama, présenté comme le petit poussé du groupe, ne sera qu'un barreau d'honneur. Nigeria-Argentine dans le groupe D. Pour la 5e fois en 6 participations au mondial, la route des Super Eagles vers les 8e de finale passe par l'Argentine. Mais les jeunes Nigérians, emmenés par l'expérimenté capitaine John Obi Mikel, ne croiseront Lionel Messi et compagnie que lors de la 3e journée. Le temps pour eux de prouver ce dont ils sont capables en face de la Croatie et de l'Islande. Enfin, les Lions de la Teranga seront suivis par tout un continent nostalgique des prouesses du Sénégal en 2002 en Corée du Sud et au Japon, où il a atteint les quarts de finale pour sa première participation. Rééditer l'exploit de 2002 passe par la capacité des poulains d'Aliou Cissé à dompter la Pologne de Robert Lewandowski ou la Colombie de James Rodriguez, tout en ne négligeant point une sélection nippone en embuscade et prête à frapper à tout moment. Allez, on reprend nos esprits. On vient d'entendre le reportage de Aflim Johnson. Mohamed Salah blessé lors de la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool. Sera-t-il apte à jouer? Apte, on dira oui, mais apte à partir du 19 juin parce que Mohamed Salah aura 3 semaines pour retrouver donc tous ses esprits et ses capacités physiques, ce qui veut dire qu'il va manquer donc le premier match de sa sélection, le Sénégal, mais il sera apte le 19 juin et il jouera donc face à la Russie. Il sera apte, mais dans quel état physique? Ce sera ça la question. L'autre espoir, son partenaire du club, le Sénégalais Sadio Mané, est-ce que tout va bien de son côté? Tout va bien, il n'est pas blessé, et il a donc perdu dans cette finale de la Ligue des Champions. Il a retrouvé ses coéquipiers qui sont en formation en France. Ce soir, le Sénégal a joué face au Luxembourg, 0 but partout. Le match a pris fin il y a quelques instants. Le Sénégal est donc en stage en France et ils ont joué le Luxembourg. Le Sénégal est logé dans le groupe H, aux côtés donc de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Russie 2018, c'est 64 matchs au total. Est-ce que la TVT va diffuser tous les matchs? Alors, on doit déjà dire que l'État togolais a acquis les droits de cette Coupe du Monde au profit de la télévision togolaise. C'est déjà une très bonne chose. Oui, la télévision togolaise va retransmettre les matchs. 32 matchs seront retransmis en direct et les 32 autres matchs seraient en léger différé. Je rappelle que c'est ce format qui a été proposé aux pays de l'Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Burkina auront le même format. Donc, ce n'est pas un truc exclusif à la télévision togolaise. On aura 32 matchs en direct, en particulier les matchs de toutes les sélections africaines, les gros chocs, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, les demi-finales et la finale. Les 32 autres matchs seront diffusés en léger différé. Et vous savez que suivre le score et sur un match, même si c'est en léger différé, cela a toujours son importance. Et ça veut dire qu'il y aura un programme spécial dans les prochains jours à la TVT. Tout à fait, Gerson, la TVT va se mettre aux couleurs de la Coupe du Monde. Donc, il y aura donc un léger réaménagement au niveau des programmes. Les matchs commencent souvent à 15h, à 10h même. Donc, disons que le programme va être un peu bousculé pour être de la fête, pour être donc aux couleurs de cette édition. Un peu comme les années précédentes, mais y aura-t-il des innovations cette année? Les innovations, c'est déjà les plateaux qu'on offre avant, pendant et après la Coupe du Monde. Les débriefings avec nos consultants, ils seront encore là, ils sont déjà pratiquement prêts. Il y aura donc un décor spécial, il y aura des émissions d'entre-deux tours. Les matchs seront délocalisés. Il y a des matchs qu'on pourra faire au niveau des studios de la télévision togolaise, mais il y a des matchs qui seront délocalisés. Le match d'ouverture et la finale, entre autres, vont avoir lieu au niveau de certaines places publiques. Il y aura des cartes d'invitation pour permettre donc à ce public de venir sur ces différentes rencontres avec nous. Simple question de curiosité, c'est la dernière question ce soir, Alfred. Avez-vous les moyens tout prêts déjà pour, on va dire, la fête? On a le budget. Maintenant, il faut trouver les moyens pour réaliser ce budget. Et c'est le lieu ici donc de faire un clin d'œil aux partenaires de la télévision togolaise, les partenaires classiques et les nouveaux qui voudront bien se joindre à nous pour cette fête. Parce qu'on a les matchs, mais il faut des décors. Il faut prendre en compte tout ce que cela nécessite comme au niveau organisationnel. On a un budget, il faut donc avoir les moyens de ce budget. Encore une fois, on fera appel à tous les partenaires. Il faut qu'ils se joignent à nous. C'est aussi un mois de visibilité
communiquer et il faut saisir cette occasion. Nous avons cassé les prix au niveau de la télévision togolaise, mais ce n'est pas une raison pour que les gens traînent les pas. Parce que quand ça va commencer, on n'aura pas le temps de penser au Merci Après Kolani. Tout est donc dit. Rendez-vous le 14 juin prochain pour le match d'ouverture sur notre antenne. Voilà qui met fin à cette édition. Mais nos programmes continuent. Tout à l'heure, à partir de 21h, vous retrouverez Pierre Soussouko et Adolphe Apaka dans l'émission Togo en marche. Le projet de développement rural intégré de la Plaine de Mou sera au cœur donc de ce magazine. Ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Gléy dans le goût. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée à vous.